Bonjour, ravi de vous revoir une autre fois pour traiter un sujet très important sur la recherche opérationnelle. Il s'agit de la méthode du simplex et l'analyse de sensibilité. À travers l'analyse de sensibilité, on va se focaliser sur l'intervalle d'optimalité et l'intervalle de faisabilité. Quand est-ce qu'on peut utiliser la méthode du simplex? Est-ce que la méthode graphique que nous avons utilisée dernièrement n'est pas suffisante? Ce sont des questions qu'on peut poser relativement à ce sujet. Pour les répondre, on peut dire comme suivant. Le choix entre les deux méthodes dépend principalement de la taille du problème. La taille du problème en optimisation linéaire fait référence soit au nombre de variables de décision, x1, x2, x3, etc., le nombre de contraintes et aussi le nombre de coefficients dans les équations. Pourquoi la taille influence le choix de la méthode? Si un problème a seulement deux variables, on peut le résoudre graphiquement en traçant les contraintes et en trouvant l'intersection, soit qui maximise, soit qui minimise la fonction économique, chose que nous avons détaillée l'autre fois. Maintenant, si un problème a plus de deux variables, à titre d'exemple de trois variables, x1, x2, x3, dans ce cas, il est impossible à représenter sur un graphique en 2D. Dans ce cas, on utilise une approche algébrique comme la méthode du simplex, qui dit un graphique 2D, c'est-à-dire un graphique, un repère de OX1, OX2, tout simplement. Si un problème a beaucoup de contraintes, même avec deux variables, le graphique devient compliqué à analyser et la méthode du simplex dans ce cas-là devient plus pratique. Le processus de la méthode du simplex, d'accord, doit respecter certaines étapes, sont les suivantes. On commence, bien sûr, on sait très bien que nous avons une forme canonique. À travers cette forme canonique, on va la transformer vers la forme standard. Par la suite, on va définir une solution de base, d'accord? Par la suite, on parle du tableau du simplex initial. À travers ce tableau, on peut obtenir une solution. Si cette solution est optimale, si oui, donc c'est la fin. Sinon, nous devons faire, disons, quelques opérations. On parle du changement de base, c'est-à-dire on va choisir la variable entrante et celle sortante. Par la suite, on fait un calcul de pivotage. On trouvera par la suite une autre solution. S'il s'agit de la solution optimale, c'est terminé, c'est fin. Sinon, on doit répéter, disons, cette boucle-là jusqu'à l'obtention de la solution optimale. Donc, pour traiter ce sujet-là, donc on va utiliser, disons, le même exemple. D'accord? Donc, nous avons la forme canonique de notre exemple. Maintenant, on part de la forme standard. Vous voyez ce que vous voyez ici, que les signes inférieurs et égaux, ils sont devenus égaux. Alors, comment on fait? Très simple. On va voir la première contrainte. Nous avons 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 8. Qu'est-ce qu'on dit? Vu qu'il est inférieur ou égal à 8, donc on va dire qu'il doit être égal à 8. Pour qu'il soit égal à 8, donc on va ajouter une quantité. D'accord? Donc dans ce cas-là, on va ajouter une autre variable qu'on va l'appeler E1. D'accord? Ce E1-là doit être positif. D'accord? Donc, la même chose pour 4x1 plus 2x2, il est inférieur ou égal à 7. Donc, pour qu'il soit égal à 7, donc on doit ajouter une quantité. Donc, on va l'appeler E2. La même chose pour la troisième question. Donc, la troisième contrainte.
Donc, qu'est-ce que nous aurons en fin de compte? Trois équations avec le signe égal. Chaque équation contient une nouvelle variable EI, soit E1, E2, E3. Ces variables-là doivent être positives. La variable d'écart EI, E1, E2 ou bien E3 dans cet exemple d'une contrainte représente la quantité disponible utilisée. C'est l'écart entre la disponibilité et le besoin. Donc, je vous donne un exemple pour bien comprendre ceci. Nous avons une contrainte du type inférieur. On l'utilise si nous avons une capacité maximale. Donc, comment on va le faire? Donc, nous avons d'une manière générale, c'est une utilisation des ressources qui sont inférieures ou égales à la capacité disponible. D'accord? Donc, nous avons A1x1 plus A2x2 inférieur ou égal à B. Donc, A1x1 plus A2x2 plus EI qui va être égal à B. Si EI supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va dire, si EI égale à 0, déjà nous avons EI égale à 0. Donc, on va dire que toute la capacité disponible est utilisée. Si maintenant EI il est supérieur à 0, il reste une partie de la ressource non utilisée. On va vous donner un exemple concret pour bien comprendre ceci, d'accord? Nous avons 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 8. Je voudrais ajouter une quantité pour qu'elle soit égale à 8. D'accord? Donc, on a ajouté E1 égale à 8. Donc, plus E1 et tout, bien sûr, égale à 8. Maintenant, on va dire si E1 égale à 0. Si E1 égale à 0, donc vous aurez 2x1 plus x2 égale à 8. 8, qu'est-ce qu'il représente? La capacité disponible. On va dire que toute la capacité disponible de 8 kg est utilisée. Si E1, par exemple, égale à 3, qu'est-ce qu'on peut dire? Il reste une partie de la ressource qui est 3 kg non utilisée. Donc, la forme standard aura comme fonction économique z ou bien max z égale à 5x1 plus 6x2. Et on va ajouter 3 disons, coefficients d'écart, de décision que nous avons ajouté avec chaque variable aura 0 comme coefficient. D'accord? Et bien sûr, après avoir établi, disons, la forme standard, qu'est-ce qu'on fait par la suite? C'est établir une forme matricielle de AX égale à B. Sachant que A sera la matrice des coefficients des contraintes, X, il s'agit des vecteurs des variables de décision, B, ce sont des valeurs du second membre, et C, on va l'ajouter, va correspondre cette fois-ci au coefficient de la fonction objective. Alors, pour A, d'accord, comme matrice, va contenir 3 lignes, parce que nous avons 3 colonnes, pardon, par ce but que nous avons 3 lignes aussi, et bien sûr avec 5 colonnes. Pourquoi 5 colonnes? Parce que nous avons 5 variables de décision qui sont x1, x2, e1, e2, e3. Et chaque colonne va correspondre à une variable de décision. La première colonne pour x1, la deuxième pour x2, la troisième pour e1, la quatrième pour e2 et la dernière pour e3. Comment on peut remplir cette matrice? C'est très simple. On va voir la première contrainte, c'est 2x1 plus x2 plus e1. On voit clairement que nous avons 2 correspond au coefficient x1, donc on va la mettre. x2 correspond, il a un coefficient de 1, donc on va le mettre aussi. E1 avec un coefficient 1, donc on va le mettre dans la colonne qui correspond à E1. Il n'y a pas de E2 et E3, donc on va mettre 0, 0. La deuxième contrainte, c'est la même chose. Nous avons 4x1, voilà 4. 2x2, on va mettre 2 ici.
Et vous avez bien sûr E2. Donc E1, il n'y a rien, c'est 0. E2, c'est 1. Il n'y a pas de E3, c'est 0. Pour la dernière, nous avons cette fois-ci x2 plus E3 égale à 3. Donc on ne parle pas de x1, c'est 0. x2 correspond à 1. E1, il n'y a pas. E2, il n'y a pas, ce sont des 0. Bien sûr, vous avez plus E3, donc c'est 1. X, c'est quoi? Nous avons dit que s'il s'agit de vecteurs des variables de décision. Les variables de décision que nous avons sont 5, x1, x2, e1, e2, e3. Si bien sûr, maintenant, si vous multipliez les deux matrices A fois X, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir cette première partie qui est à gauche. Vous allez obtenir 2x1 plus x2 plus e1 pour la première ligne. La deuxième ligne, c'est 4x1 plus 2x2 plus e2, ainsi de suite. Donc, c'est un calcul matriciel naturel normal. Pour B, qu'est-ce que vous aurez comme matrice B? Donc, B, normalement, je dois mettre ici B majuscule, c'est pas grave. Donc, correspond aux valeurs du second monde. Donc, vous aurez ici 8, 7, 3. Donc, 8, 7, 3. Pour les coefficients de la valeur, disons, de la fonction économique, nous avons 5x1, donc vous aurez 5. 6x2, vous aurez 6. Et bien sûr, vous n'avez pas d'autre chose. Donc, on va continuer par les 3 zéros pour avoir, bien sûr, 5 variables de décision. Alors, une fois nous avons la forme standard de notre programme linéaire, donc nous pouvons tracer le premier tableau initial du simplex. D'accord? Donc, pour le faire, voilà le tableau. Donc, on va essayer de vous expliquer tout par la suite. Donc, ici, nous avons mis CI, coefficient de base, la variable de base, B comme des ressources, et on va continuer, d'accord, pour les variables de décision. Alors, pour les CI, d'accord, nous avons C, c'est 5, 6, 0, 0, 0. Donc, nous avons déjà parlé de ça. C'est parce que max de Z, c'est 5x1 plus 6x2. Donc, 5x1, c'est quoi ça? Son coefficient dans la fonction économique, c'est 5. D'accord? x2 va correspondre au 6 dans la fonction, son coefficient est 6, ainsi de suite pour E1, E2, E3. Donc, ce sont des zéros parce que ça n'existe pas ici, comme vous voyez ici. Vous voyez dans cette matrice de C. Donc, la première ligne, ce qu'on va mettre, donc, on va mettre la première contrainte, les coefficients de la première contrainte. Nous avons 2x1 plus x2 plus e1, d'accord, inférieur égal, plus e1, pardon, égal à 8. Donc maintenant, on part que de cette partie-là, qui est à gauche de la forme standard. La deuxième ligne, c'est la même chose. Donc ça devient 4, 2, 0, 1, 0. La troisième ligne, de la même façon, donc vous aurez 0, 1, 0, 0, 1, donc vous avez l'écrire ici. Maintenant, comment on a obtenu ce E1 égale à 8? C'est très simple. On va dire, parce que là, nous avons besoin des, disons, des variables qui seront des variables de base. Ce sont des variables avec lesquelles on va initier notre système, notre tableau. Donc, on va supposer que x1 égale à 0, x2 égale à 0. Dans ce cas-là, d'accord, qu'est-ce qu'on va voir? On va remplacer les valeurs de x1 et x2 dans la forme standard. Donc, vous aurez 0 plus 0 plus E1 égale à 8, 0 plus 0 plus E2 égale à 7, x2 égale à 0, x1 égale à 0. Pourquoi? Ce sont des suppositions.
D'accord, on commence de cette manière. Donc, on va obtenir que E1 égale à 8, E2 égale à 7 et E3 égale à 3. Donc, pour la première ligne, il correspond bien à la première contrainte qui a une relation avec E1. Donc, on va mettre la variable de base dans ce cas, E1. Combien il est égal à 8. Donc, on va mettre dans B 8. E2, c'est 7. E3, c'est 3. Sachant bien sûr que 8 et 7 et 3 dans cet exemple, ils sont tous positifs. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, nous avons coefficient de base. Vu que nous avons utilisé les variables de base sont E1, E2, E3, donc on va chercher leur coefficient dans la fonction économique. Donc, E1 correspond à 0, E2 la même chose et E3 la même chose. D'accord? Voilà les paramètres ou bien les coefficients de la fonction objectif. C'est 5, 6 pour x1, x2. Pour E1, E2 et E3, qu'est-ce que nous avons? C'est 0, 0, 0. Donc, ce que nous avons mis ici. Ou bien, vous voyez ici, c'est très clair. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer notre z, qui est la fonction économique. Alors, on va faire le calcul suivant. Donc, comme on a obtenu ce 0, c'est 8 fois 0, plus 7 fois 0, plus 3 fois 0. Ça va vous donner 0 parce que là, disons, sont les variables de base que nous avons utilisées dès le départ. x1, x2 sont égaux à 0, donc on ne peut pas parler de 5, 6. Donc 5 fois 0, 6 fois 0, c'est 0. Donc qu'est-ce qu'il reste? Les coefficients de E1. E1, E2, E3 qui sont aussi que des 0. Donc on va commencer par zi égale à 0. Donc, comme on a obtenu ce 0 là, c'est la même chose. C'est 2 fois 0, plus 4 fois 0, plus 0 fois 0. X2 pour la colonne de x2. Donc, vous aurez 1 fois 0, 2 fois 0, 1 fois 0. Vous voyez, vu que nous avons ici que les 0, donc vous allez obtenir des 0 ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va calculer un autre paramètre qui est très important, qui est CI moins ZI. Alors, pour CI moins ZI, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, nous avons CI, c'est 5. 5 moins ZI. ZI correspond à cette colonne, c'est 0. Donc, 5 moins 0, c'est 5. 6 moins ce 0, c'est 6. 0 moins 0, 0, ainsi de suite. Est-ce que nous avons terminé? Pas encore. Nous avons une condition d'arrêt. Pour le cas de maximisation, on parle de CI moins ZI doivent être inférieurs ou égal à 0. D'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que tous les paramètres du CI moins ZI sont négatifs ou bien ils sont égaux à 0? Non, parce que là, nous avons 5 et 6. Donc, nous n'avons pas encore terminé. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés, disons, à la condition d'arrêt. Donc, on va voir cette partie qui est très importante. Pour augmenter la valeur de z, on va examiner une nouvelle solution de base. Pour l'obtenir, on doit introduire une nouvelle variable dans la base, qui est la variable entrante, et exclure l'une des variables qui figuraient précédemment. C'est la variable sortante. Vous voyez très bien que nous sommes en train d'établir, d'accord, ou bien de détailler le processus que nous avons vu au départ. Donc, on appelle ceci un changement de base. Le processus qui consiste à choisir la variable entrante et la variable sortante. Comment on va choisir la variable entrante? Dans la dernière ligne qui correspond à CI moins ZI,
le coefficient dont la valeur est la plus élevée, max, détermine la variable à entrer dans la base. On part de la colonne de la variable entrante, qu'on va l'appeler par colonne pivot. Donc la colonne pivot, qu'est-ce qu'il nous montre de faire? Donc on va détecter la valeur maximale de CI moins ZI. Donc une fois trouvé, donc disons la colonne qui correspond à cette valeur-là, d'accord, il correspond à une variable de décision. Donc cette variable de décision, on va l'entrer dans la base. Donc on va utiliser comme solution dans la base. Donc vous pouvez poser la question comment on peut comment une variable peut sortir. Donc c'est très simple, on va choisir la variable sortante comme étant la variable de base qui s'annule la première. Cela revient à calculer le minimum du rapport du coefficient du nombre de droite B de chaque contrainte sur le coefficient correspondant de la colonne pivot lorsque ce dernier est strictement positif. Et là, c'est une condition qui est très importante. Cette ligne est la ligne de pivot de la ligne de pivot. Donc le pivot, c'est quoi? Et l'intersection entre la colonne et la ligne de pivot. Alors, comment on va procéder? C'est très simple. On va commencer par CI moins ZI. Donc, vous voyez que nous avons 5 et 6 et les 0. Donc, la valeur maximale, c'est 6. 6, d'après la colonne, il va correspondre, disons, à la variable de décision x2. Donc, d'après ce que nous avons vu à travers le dernier slide, x2 sera dans ce cas la variable entrante. Donc, x2 va remplacer l'une des variables suivantes. D'accord? Donc, quelle est la variable qui sera out? On va essayer de comprendre comment on va la détecter. Donc là, c'est la colonne de pivot. x2 est la variable entrante. D'accord? Qu'est-ce qu'on va mettre? Nous avons maintenant, vu que nous avons celle-ci est la colonne de pivot, donc on va calculer, disons, un rapport 8 sur 1. On en obtient 8. D'accord? Pour la deuxième ligne, nous avons 7 sur 2. C'est 3,5. Et pour la troisième, qu'est-ce que nous avons? 3 sur 1. D'accord? Il correspond 3 sur 1 égale à 3. Alors, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va chercher le minimum. Nous avons 8, 3,5 et 3. Donc, le minimum, c'est quoi? C'est la valeur 3. 3, cette ligne correspond à quoi? Il correspond à la variable E3. Donc, cette ligne, on va l'appeler la ligne de pivot. Et E3 sera cette fois-ci la variable sortante. E3 est la variable sortante. Donc, l'intersection entre les deux, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner ce paramètre, ce 1. Donc, le pivot dans ce cas est égal à 1. Donc, qu'est-ce que nous avons pu faire à travers ce slide? On a détecté x2 comme une variable entrante et e3 comme variable sortante. Donc, le tableau suivant, donc, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons ici x2. Donc, après avoir trouvé le pivot qui est égal à 1, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, bien sûr, nous avons remplacé la variable E3 par x2. Qu'est-ce qu'il reste? On doit trouver le coefficient de base qui correspond à x2. Coefficient de base, bien sûr, dans la fonction objectif, qui est x2, c'est combien? C'est 6. Donc, on va mettre ici 6. Donc, le pivotage, c'est quoi? Et le processus qui consiste à rendre le pivot égal à 1 dans ce tableau. Ici, nous avons déjà le pivot égal à 1. D'accord? Si jamais, à titre d'exemple, nous avons un pivot qui est égal à 5. Donc, cette ligne, on doit la diviser par 5. Pourquoi? Pour que ce paramètre soit égal à 1. C'est tout à fait
naturel. Pourquoi? Parce que ici vous avez x2, ici vous aurez x2. Donc, il doit avoir ici 1. D'accord? Donc, on doit le diviser. Ici, c'est déjà fait. C'est pas déjà fait parce que dans cet exemple, nous avons déjà le pivot égal à 1. Donc, on ne va pas diviser par 1. Donc, normalement, on va le diviser par le pivot. C'est pour cela ici, j'ai mis divisé par 1. D'accord? Pour cette ligne. Juste pour comprendre cette partie-là. L'étape suivante, c'est la transformation de la colonne pivot. C'est-à-dire quoi? Tous les éléments situés soit au-dessous, soit au-dessus de pivot, qui est 1 dans ce cas-là, vont devenir égaux à 0. Donc, chose que nous avons l'appliqué. Donc, peu importe ce que vous aurez dans ce paramètre avant, comme chiffre, donc, il va devenir 0. D'accord? Maintenant, la ligne de pivot, d'accord, est fixée. D'accord, nous l'avons fixée. Nous avons le pivot maintenant dans le nouveau tableau égal à 1. Bien sûr, là, on va pas faire des changements. Donc, on doit maintenant trouver les valeurs des autres coefficients. Pour le faire, on va appliquer une règle dite rectangle. Comment ça marche? C'est très simple. Nous avons A' qui est la nouvelle valeur du coefficient A, d'accord? Pour chaque case, d'accord, ici, nous avons A'. A, c'est l'ancienne valeur, d'accord, qu'on va la trouver dans le tableau précédent du simplex. Donc c'est A moins B fois C sur le pivot, sur le pivot bien sûr, de l'ancien tableau. Ou bien de tableau précédent. B, c'est l'élément situé sur la même ligne que le coefficient A, mais dans la colonne du pivot. C, c'est l'élément situé sur la même colonne que A, mais cette fois-ci sur la ligne du pivot. Donc, comment on va le faire? Un exemple très simple. Donc, on va essayer de définir le paramètre qu'on va trouver pour B, de la première ligne. D'accord? Là, nous avons un rectangle. Nous avons 8. D'accord? C'est l'ancienne valeur qui correspond à cette case. C'est A. Moins B fois C. Donc, on va chercher c'est quoi le B dans ce cas-là. B, c'est quoi? C'est l'élément situé sur la même ligne que A, que le coefficient A, mais dans la colonne du pivot. X2, c'est la colonne du pivot, n'est-ce pas? Donc, notre B, c'est 1. Donc, c'est la ligne, c'est l'intersection de cette ligne avec la colonne. Donc, c'est 1. Maintenant, C, c'est quoi? C'est l'élément situé sur la même colonne que le coefficient A, mais sur la ligne du pivot. Voilà 8. Voilà la colonne. C'est quoi notre ligne de pivot? C'est la troisième ligne. D'accord? Donc, c'est là. Donc, il correspond à 3. Et c'est quoi le pivot? C'est 1. Donc, à travers 8, 1, et 3 et le pivot qui est 1 dans cet exemple-là, on va faire le calcul. Donc voilà, nous avons A', la nouvelle valeur qu'on va mettre ici, égale à 8, c'est A, moins B fois C, c'est moins 1 fois 3, divisé sur la colonne sur 1, qui est égal à 8 moins 3 sur 1, qui est égal à 5. Donc on va mettre 5 ici. Donc, avec la même démarche, on va essayer de trouver une autre valeur. D'accord, on va chercher la nouvelle valeur qui va correspondre à ce set-là. Donc, qu'est-ce que nous avons? Voilà le tableau, bien le rectangle. Vous avez 7, 2, 3 et le pivot 1. Donc, on va faire le calcul. Donc, A' sera combien? C'est 7 moins 2 fois 3, diagonale, 2 fois 3 sur 1. C'est 7 moins 6, donc ici on va trouver 1. Pour le coefficient suivant, on va faire la même chose. Donc on va chercher le nouveau coefficient qui correspond à ce 2. Donc nous avons ce tableau. Nous avons 2, 1 et 1, 0. Voilà, 2, 1, 0, 1. Donc on va faire le calcul. A' égale à 2
moins 1 fois 0 sur 1, donc il va vous donner 2. Donc avec la même manière, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver ici 4, d'accord? Ici vous aurez 1, 0, d'accord. Donc pour 4 par exemple, comment on a trouvé? C'est très simple, vous aurez 4 moins 2 fois toujours 0 sur 1. Toujours on va multiplier par 0, donc on va garder 4. Voilà. Pour E1, pour ce paramètre-là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 1, 0 et 1, 1. Donc, il va vous donner c'est 1 moins 1 fois 0 sur 1. Ça vous donne 1. Ça vous donne 1. Donc, vous pouvez faire la même chose pour les autres paramètres. Ici, vous aurez moins 1. Donc, on va continuer. D'accord? Donc, pour trouver la nouvelle valeur de celle-ci, d'accord, au lieu de 0, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, nous avons 0. Le rectangle, c'est quoi ce 0? 1, notre pivot, et cette valeur de 2. Donc, on va mettre 0 moins la multiplication de la diagonale 2 fois 1 sur 1. Vous aurez trouvé moins 2. Donc, on va mettre ici moins 2. Donc, ici, je vais vous donner une remarque à titre d'exemple, à titre général. C'est une règle. D'accord? Là, vous voyez ici, c'est la ligne de pivot. D'accord? Cette ligne correspond à la ligne de pivot. Vous voyez ici, il y a des zéros de la ligne de pivot. À chaque fois que vous aurez un 0, cette colonne qui correspond à ce 0-là ne va pas changer. Ces valeurs ne vont pas changer dans le nouveau tableau. On va voir, on peut vérifier. Ici, vous aurez 0 qui correspond à x1. Donc, x1, vous aurez ici 2, 4, 0. Vous voyez 2, 4, 0. Ici, pour E1, nous avons un 0. Donc, les valeurs sont 1, 0, 0. Voilà, 1, 0, 0. La même chose pour E2. E2, vous aurez 0, 1, 0. Donc, 0, 1, 0. Ici, vous aurez 1. Vous voyez, non? Donc, ici, vous aurez 1. Donc, les valeurs ont été changées par moins 1 et moins 2. Donc, cette remarque que nous avons dit au niveau des lignes de pivot, on peut l'appliquer aussi pour la colonne de pivot. À chaque fois dans la colonne de pivot, si jamais vous avez un 0, la ligne qui correspond, il ne va pas changer aussi. Donc, on va continuer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on va faire nos calculs maintenant de Z. Donc, 5 fois 0, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. 6 fois 3, ça devient 18. La même chose ici, on va faire le calcul. C'est 2 fois 0 plus 4 fois 0 plus 6 fois 0, c'est 0. Ici, vous aurez 6. Pourquoi? Parce que 0 fois 0 plus 0 fois ce 0 plus 1 fois 6, ça devient 0. Ça devient 6, pardon. Donc, ainsi de suite. Donc, on va continuer de cette manière. Par la suite, on va calculer CI moins ZI. Donc, vous aurez 5 ici moins ZI qui est 0, donc ça devient 5. 6 moins 6, c'est 0. 0 moins 0, 0 moins 0, 0, 0 moins 6, c'est moins 6. C'est quoi la condition d'arrêt si vous vous rappelez? C'est CI moins ZI doivent être négatifs. Donc, est-ce que c'est le cas? Donc là, nous avons 5 qui est positif, qui est maximum. Donc, on doit chercher une autre fois un autre tableau du simplex. Donc, pour le faire, on a besoin de chercher, disons, on doit chercher le pivot, la colonne du pivot, ainsi la ligne de pivot. Alors, avant de le faire, là, on va vous donner une petite remarque qui est très importante. Là, nous avons terminé avec ce tableau-là. Quelles sont les informations qu'on peut avoir? Donc, on peut dire qu'il y a une solution. C'est quoi cette solution? C'est x2 égale à 3.
d'accord? Et x1, vu que nous n'avons pas ici x1, x1 égale à 0 parce que x1 ne fait pas partie de la variable de base. Donc x1 égale à 0 et x2 égale à 3, e1 égale à 5 et e2 égale à 1 et e3 égale à 0. Pourquoi on a parlé de e1, e2, e3? Parce qu'ils font partie, disons, de la fonction objectif, d'accord? Mais en général, on ne va pas les utiliser. Donc, c'est quoi la solution jusqu'à maintenant? C'est x2 égale à 3, x1 égale à 0. Est-ce qu'il s'agit de la solution optimale? Non. Pourquoi? Parce que ci moins zi ils doivent être négatifs pour tous les paramètres. Maintenant, nous avons 5. Vu que nous avons 5, on peut dire que 5, il s'agit ici de la colonne de pivot parce que c'est le max qui est positif. On va chercher maintenant la ligne de pivot. Pour le faire, comme on fait, on va calculer le minimum de rapport. Donc, nous avons 5 sur 2, c'est 2,5. 1 sur 4, c'est 0,25. Et bien sûr, ici, on ne peut pas dire 3 sur 0, ça n'existe pas. Donc, on ne va pas le calculer. C'est très simple. Si jamais vous avez ici même une valeur négative, on ne va pas la prendre en considération. Donc, entre ces deux valeurs, donc, on va chercher la valeur minimale qui est 0,25. Donc, la ligne qui correspond à 0,25 qui est minimale dans ce cas-là, qui est une valeur minimale, correspond à E2. Donc, E2, ça sera une variable sortante qui sera remplacée par x1 qui est la variable entrante. Voilà, la variable entrante dans la base est x1 et la variable sortante de la base est E2. Donc pour notre tableau, donc on va mettre x1 comme variable entrante. Son coefficient dans la fonction économique est 5, donc on va mettre 5 ici. Donc on va transformer la ligne pivot. Donc on va diviser tous ces éléments par le pivot. Dans le dernier tableau, nous avons 4 comme pivot. Donc on va diviser tous sur 4 pour cette ligne. Donc 4 sur 4, c'est 1. Et les autres sur 4. On va obtenir ces valeurs. Vous voyez très bien ici, nous avons une remarque, mais avant de le faire donc, nous avons une deuxième étape. C'est quoi? C'est la transformation de la colonne pivot. Les éléments situés soit au-dessous, soit au-dessus du pivot deviennent égaux à 0. Donc, on va mettre 0, 0. Donc, la remarque, c'est quoi? Que pour la ligne de pivot, nous avons des zéros. Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure? Si nous avons des zéros, donc les colonnes, les valeurs de colonnes, ne seront pas modifiées. À travers les calculs, vous pouvez le vérifier, bien sûr. Pour cet exemple-là, pour ces zéros-là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 0, 0, 4, 2. Donc, on cherche la nouvelle valeur. C'est 0 moins 2 fois 0, la diagonale, sur 4. Vous aurez 0. Donc, c'est la même valeur. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on va multiplier par 0. Donc, à chaque fois, on va multiplier par 0. Ce 0 qui est en vert. Donc, il n'y aura pas une différence. Il n'y a pas un changement. Donc, vous aurez ici 0. Avec le même calcul, vous aurez ici 1. Pourquoi? Parce que vous aurez 1, 0, 0 et 4. C'est quoi? Donc, c'est 1 moins 0 fois ce 0-là, le premier que c'est 0, divisé sur 4, donc c'est 1. La même chose si vous faites le calcul pour E1, d'accord? Donc, ça va vous donner 1, et cela c'est 0, d'accord? Et aussi au niveau de la ligne, d'accord? Parce que là, vous aurez ici 0 aussi. Donc, on va faire un petit test. Donc, on va chercher la nouvelle valeur de 3. Donc, nous avons 4, c'est le pivot. Donc, nous avons ce petit rectangle. C'est 3 moins la multiplication de la diagonale, c'est 3 moins 1 fois 0 sur 4. Donc, 1 fois 0, c'est 0. Donc, ça vous reste 3.
Et donc, la même chose, d'accord, pour toute cette ligne. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste quelques cases à calculer, tout simplement. Donc, il reste ce 5-là du B, donc c'est 5 moins 2 fois 1 sur 4, ça va vous donner 4,5, d'accord? Ici, vous aurez, on va faire ce calcul, c'est 0 moins 2 fois 1 sur 4, donc ça va vous donner moins 0,5 ou bien moins 1 sur 2. Et là, vous faites le calcul, et là, vous aurez 0. Pourquoi? C'est moins 1. D'accord? Moins 2 fois moins 2 sur 4. Donc, ça va vous donner un autre 0. Alors, on va continuer. Alors, on va calculer Z. Dans ce cas-là, vous aurez 5 sur 4 plus 6 fois 3, ça va vous donner 19,25. Bien sûr, ici, c'est 4,5 fois 0, c'est 0. Là, on va faire la même chose, c'est 5 fois 1, c'est 5. Ici, vous aurez 6. Pourquoi 6? C'est 0 fois 0, plus 0 fois 5, plus 1 fois 6. C'est 6. Et bien sûr, vous continuez avec la même manière pour trouver ZI. Donc, on va mettre maintenant CI moins ZI. Donc, c'est 5 moins 5, c'est 0. 6 moins 6, c'est 0. 0, 0 moins 5 sur 4, 0 moins 7 sur 2, c'est moins 7 sur 2. Est-ce que nous avons terminé? La condition d'arrêt, c'est quoi? C'est CI moins ZI doivent être négatifs. Et voilà, nous avons tous les paramètres cette fois-ci qui sont soit 0, soit négatifs. Oui, donc la solution optimale, on est arrivé à la solution optimale qui est quoi? X1 qui est égal à 1 sur 4, X2 égal à 3, avec Z égal à 19,25. Donc, on a terminé avec la méthode du simplex. Donc, on va essayer maintenant de voir l'analyse de sensibilité qui permet d'étudier l'impact des variations des paramètres d'un problème de programmation linéaire sur la solution optimale. Elle est essentielle pour comprendre la robustesse d'une solution et aider à la prise de décision. Dans ce cas, c'est quoi l'analyse de sensibilité? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut changer quelques paramètres de notre problème linéaire et on va essayer de découvrir son impact sur la solution optimale ou bien sur la fonction objectif Z. Donc, on va commencer par l'intervalle d'optimalité qui est déterminé pour chaque coefficient CI de la fonction objectif. Si on modifie un coefficient CI, tant qu'il reste dans une certaine plage, d'accord, la solution optimale ne change pas. C'est ça l'intervalle d'optimalité. En revanche, la valeur de la fonction objective Z peut varier. C'est-à-dire, nous avons dans la fonction objective, d'accord, si on va changer un paramètre, un coefficient, est-ce que il va, disons, impacter, refléter, influencer sur la solution optimale. Donc, c'est ça ce qu'on va essayer de voir pour l'intervalle d'optimalité. Donc, prenons notre exemple, notre fameux exemple. Donc, on va essayer de faire la variation de, cette fois-ci, de C1, de la fonction économique. D'accord? On voudrait changer la variation du coefficient C1 de la fonction objective sans changer la solution optimale. Dans ce cas-là, on va considérer C'1 qui est égal à C1 plus delta. C'est quoi C1? C'est 5. Donc, c'est 5 plus delta. Donc, on sait très bien que la solution optimale de cet exemple est 1 sur 4, 3. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, on va appeler le dernier tableau du simplex, le tableau de, disons, de la solution. D'accord? À travers ce tableau, on a abouti à notre solution, si vous vous rappelez bien.
Donc, on va remplacer cette fois-ci C1 par son équivalent. D'accord? C'est quoi le nouveau C1? C'est 5 plus delta. Donc, au lieu de laisser ici 5, on va mettre 5 plus delta pour x1. Et aussi, au niveau du coefficient de base, x1, il correspond cette fois-ci à 5 plus delta. Donc, et on va faire le calcul très simple. Donc, ici, vous aurez 9 sur 2 fois 0, c'est 0. 1 sur 4 multiplié par 5 plus delta. D'accord? Voilà le résultat. Donc, on va continuer. Vous aurez ici 0 fois 0 plus 1 fois 5 plus delta plus 6 fois 0, c'est 5 plus delta. Donc, ici, vous aurez 6, bien sûr, c'est 6 fois 1. Ici, vous aurez 0. Ici, vous aurez 5 plus delta sur 4. Et là, vous aurez 0 fois 0, moins 1 sur 2 fois 5 plus delta, plus 6. Donc, la somme, ça va vous donner 7 moins delta, tout divisé par 2. Est-ce que nous avons terminé? Pas encore. On va calculer CI moins ZI. Vous aurez 5 plus delta moins ZI, c'est 5 plus delta, c'est 0. 6 moins 6, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. Moins 5 plus delta sur 4. Et bien sûr, moins de tout ceci de 7 moins delta sur 2. Est-ce que nous avons terminé? C'est quoi la condition d'arrêt? C'est CI moins ZI inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons? Nous avons moins 5 plus delta sur 4 doivent être négatifs et moins 7 moins delta sur 2 doivent être inférieurs ou égal à 0. Autrement dit, après des petits calculs, vous aurez delta doit être comprise entre moins 5 et 7. On va comprendre. Alors, nous avons notre nouveau tableau. D'accord? Là, nous avons presque un cas particulier que je vais essayer de l'expliquer. C'est le cas particulier d'une solution multiple. Une fois nous avons la solution optimale trouvée dans le tableau du simplex, vérifiez si une ou plusieurs variables non basiques, celles, c'est-à-dire hors base, ont un coefficient nul dans la ligne CI-ZI. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Nous avons ici les variables de base sont E1, X1, X2. Les variables hors base, il reste E2 et E3. C'est-à-dire, on ne doit pas avoir ici égal à 0 ou bien ce paramètre égal à 0. Si c'est le cas, s'ils sont égaux à 0, c'est-à-dire qu'on peut, cela signifie qu'en intégrant l'une de ces variables dans la base, on peut obtenir une autre solution optimale avec la même valeur de z. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas avoir une solution multiple pour cet exercice? Dans ce cas, on va considérer que delta doit être entre moins 5 et 7, soit juste inférieur. On ne va pas parler de inférieur à égal. D'accord? Donc, on va continuer. Si delta est comprise entre moins 5 et 7, donc 5 plus delta qui est notre coefficient doit être compris entre, disons, 0 et 12. D'accord? Donc, le coefficient de C1 peut varier entre 0 et 12. On ne va pas prendre en considération ni 0 ni 12. On va garder dans ce cas la même solution optimale qui est 1 sur 4, 3. Le profit d'une unité de P1 due à la fabrication peut varier entre 0 et 12 dirhams et l'usine, dans ce cas, va garder la même solution optimale, c'est-à-dire le même nombre de la production de P1 et P2. Prenons le même exemple, mais on va changer la solution C1, le coefficient C1. Donc, au lieu de parler de 5x1, on va parler de 11x1. Chez vous, vous pouvez faire des calculs, d'accord? C'est comme si un exercice chez vous, d'accord? Vous allez trouver là, soit vous le faites via la méthode graphique, soit via la méthode du simplex. Vous avez trouvé la solution optimale est toujours 1 sur 4, 3. On va garder la même solution, mais z, s'il vous plaît, va changer. D'accord? Donc, ce cas-là, z, c'est 11 fois x1
plus 6 fois 3, x1 c'est 1 sur 4, donc vous aurez 20,75 comme solution. Maintenant, on va parler de l'intervalle de faisabilité. Il concerne les valeurs du second membre, c'est le côté droit des contraintes, et mesure dans quel intervalle ces valeurs peuvent être modifiées sans rendre la solution actuelle invalide. Qui dit invalide, c'est-à-dire solution devient infaisable ou bien il change de base. Là, c'est important. L'intervalle de faisabilité concerne la variation possible des valeurs du second membre de BJ, côté droit des contraintes, tout en garantissant que la solution actuelle reste valable. Il s'agit donc de déterminer jusqu'à quel point on peut modifier ces valeurs sans que la solution optimale change, ce n'est pas de valeur, mais de structure. C'est-à-dire sans qu'un changement de base ne soit nécessaire. C'est-à-dire, on va changer les valeurs de BJ pour garder toujours E1, vous voyez, pour garder toujours E1, X1, X2 dans la base. C'est-à-dire, on ne va pas changer cette structure-là. Pour le faire, avant, on peut dire que nous avons la variable d'écart E1 correspond bien sûr à la première contrainte P1, E2 pour la deuxième contrainte, et la variable d'écart E3 correspond à la troisième contrainte, qui correspond aussi aux ressources B3 ou bien B1 ou bien B2. Alors, on va faire un petit exemple. En prenant l'exemple du paramètre de B2, nous avons B'J égale à BJ plus delta E2. Vu qu'on va parler de B2, donc on va ajouter une variation au niveau de delta E2. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la variable de base, voilà, c'est le tableau optimal, du simplex optimal, à travers lequel on a trouvé 1 sur 4 et 3 des solutions de base. Donc, maintenant, au lieu de mettre B, donc on va la remplacer par B'J égale à BJ plus delta E2. D'accord? Et on va faire le calcul suivant. Alors, B'J, nous avons dit c'est BJ plus delta E2. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, B1, B'1, nouvelle B'1 égale à B1, l'ancien B1, plus delta E2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous aurez, pour la première, vous aurez 9 sur 2 plus delta multiplié par E2, multiplié par ce paramètre-là, ce coefficient. Donc, c'est 9 sur 2 moins delta sur 2. Pour la deuxième ligne, vous aurez 1 sur 4 plus delta sur 4. Et là, pour la troisième, vous aurez 3 plus 0 fois delta. Donc, ça va rester 3. Donc, disons, c'est le changement que nous avons actuellement. On va calculer Z, bien sûr. ZI, dans ce cas-là, 9 sur 2 moins delta sur 2 fois 0, c'est rien. 1 sur 4 plus delta sur 4 fois 5, plus 6 fois 3, qui est 18. Donc, la somme va vous donner 19,25 plus 5 fois delta sur 4. Est-ce que nous avons terminé? Pas encore. Donc, les ressources BJ doivent être positives. D'accord? C'est ça la contrainte. Donc, on doit avoir 9 sur 2 moins delta sur 2 doivent être positifs. 1 sur 4 plus delta sur 4 doivent être aussi positifs. En traitant le cas, donc vous aurez delta doivent être comprises entre moins 1. Donc nous avons B'J égale à BJ plus delta E2. Delta il est comprise entre moins 1 et 9. Donc on va continuer. Nous avons BJ égale à 7 parce qu'on a travaillé avec B2.
comme vous voyez dans le programme linéaire. Donc 7 plus delta sera entre 6 et 16. D'accord? Donc 7 plus delta correspond bien sûr à la valeur cherchée de B2. Dans ce cas-là, nous avons ZI égale à 19,25 plus 5 delta sur 4 d'après le tableau, le dernier tableau. Donc, on va faire toujours le calcul. Donc, nous avons 19,25 plus 5 fois delta sur 4 sera comprise entre 18 et 30,5 d'après les calculs. Bien sûr, en se basant toujours que delta est comprise entre moins 1 et 9 pour pouvoir calculer l'intervalle de ZI. Prenons maintenant un autre exemple. On va changer le paramètre de B2. D'accord? Nous avons B2 égale à 7. Pour cet exercice, pour cet exemple, on va mettre 6. Chez vous, bien sûr, vous pouvez faire pratiquer, d'accord? Vous allez trouver que la solution optimale dans ce cas, c'est pas 1 sur 4, 3, mais c'est 0,3. x1 égale à 0 et x2 égale à 3. Avec z égale à 18. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est l'interprétation? On peut dire que la solution optimale change continuellement lorsque B2 varie et la valeur de x1 passant de 0,25 parce que la solution optimale était x1 égale à 0,25, donc il est devenu 0. Donc indique que l'on atteint le bord de l'intervalle de faisabilité pour B2. Cela ne signifie pas qu'il y a un changement de base, c'est-à-dire que les variables de base changent, mais plutôt que la solution devient dégénérée. C'est quoi la définition de la solution dégénérée? Donc, est caractérisée par le fait qu'au moins une variable basique a une valeur nulle. Même si x1 égale à 0, la solution reste optimale et la base ne change pas tant que B2 reste dans l'intervalle 6-16, d'après ce que nous avons trouvé. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi la différence entre le changement de base et la variation des valeurs? Un changement de base survient lorsqu'une variable non basique entre dans la base et qu'une variable basique en sort, modifiant ainsi la structure de la solution optimale. Ici, bien que x1 passe de 0,25 à 0, la base reste composée des mêmes variables, qui sont x1, x2 et e1. Mais x1 atteint exactement 0, c'est ce qu'on appelle une solution dégénérée. À la fin de cette vidéo, on peut dire que l'intervalle de faisabilité permet de savoir jusqu'à où on peut modifier les ressources BJ sans qu'un changement majeur dans la solution optimale n'ait lieu. Je vous remercie. La prochaine vidéo, on va traiter ensemble le sujet de la dualité. À très bientôt.